suis le coordinateur de projet de la Chambre des commerces franco-américaine de Nouvelle-Angleterre. Merci de joindre cette 108e édition du Café des Sciences. Le Café des Sciences a déjà plus de 10 ans d'existence et est co-organisé par la FACNI, le Consulat général de France à Boston, les conseillers du commerce extérieur de France Nouvelle-Angleterre, représentés ce soir par Valérie Philippon, et la délégation de Québec à Boston, représentée ce soir par Patricia Gruet. Notre invité est Jérôme Gaillard, directeur général Amérique du Nord chez Elister. Nous prévoyons ce soir une présentation de 40 minutes, suivie d'une vingtaine de minutes de questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions dans le chat pendant la présentation ou pendant la session Q&A. Cet événement est par ailleurs enregistré. Jérôme, merci encore d'avoir accepté notre invitation. C'est à vous. Excusez-moi, est-ce que tout le monde m'entend bien? Je pense que oui. Merci, merci à vous pour cette invitation. Et avant toute chose, désolé du décalage de 48 heures pour cette présentation. J'ai eu un contretemps au niveau du travail. J'ai dû faire un aller-retour en Arizona lundi et mardi. Donc voilà, merci en tout cas à tout le monde d'être là. I know for a fact that we have a US person here, so sorry, Andrew, but it's going to be in French all the event long. So hopefully you will practice your French, man. Alors, je vais partager mon écran avec vous. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Je pense que oui. Voilà. Alors, je vais essayer d'être relativement rapide sur la présentation parce que l'idée est quand même de pouvoir échanger et maximiser le temps d'échange et puis j'allais dire répondre le plus possible à vos questions, pas de manière, on va dire scientifique, si je puis dire, mais en tout cas d'essayer de partager les interrogations que tout le monde, que vous pouvez avoir, que moi-même j'ai eu par le passé en me lançant dans ce projet-là, au niveau de faire, on va dire, d'implanter une partie de l'entreprise pour laquelle on travaille en Amérique du Nord et surtout plus précisément aux États-Unis. Donc, une rapide introduction premièrement moi-même. Donc, comme ça a été dit, je m'appelle Jérôme Gaillard, je suis français, je suis né à Besançon, j'ai 36 ans. J'ai un parcours, concrètement, mon parcours académique, c'est une licence de droit, un BTS technico-commercial de l'industrie et des services nautiques, une licence de droit à Strasbourg, BTS de l'industrie et des services nautiques en Bretagne à Concarneau, un executive MBA à la London School of Commerce à Londres en 2014 et 2015. Et puis plus récemment, il y a 2 mois, j'ai terminé un certificate au MIT de System Engineering. Et donc voilà, ça c'est pour le parcours académique, si je puis dire, et pour le parcours professionnel. J'ai pas un parcours très linéaire, comme vous l'avez vu de manière sur mon parcours académique. Professionnellement, concrètement, j'ai le plus gros de mon expérience professionnelle en électronique de navigation dans le domaine maritime pour 5 ans. Donc, électronique de navigation, essentiellement électronique de navigation pour les bâtiments de surface, aussi bien civils que militaires. Et puis, là, ça fait bientôt 5 ans que je travaille pour la société Elister. J'ai commencé en juin 2017, plutôt un peu plus de 4 ans. J'ai commencé en juin 2017 comme responsable commercial export sur le marché européen, d'Europe de l'Ouest notamment. Et puis, j'ai transitionné depuis la France sur le marché nord-américain. Et c'est moi qui ai travaillé sur le programme de
de la création de la filiale, donc de la structure Elister Inc., qui est la filiale d'Elister France, Elister France étant la maison mère, et puis qui est eh ben, déménagé avec armes et bagages et ma famille aux États-Unis en décembre dernier. Évidemment, le contexte du Covid a fait que ça a été une période un petit peu complètement dingue, puisque j'étais en Caroline du Nord quand Donald Trump a annoncé la fermeture des frontières. J'ai réussi à rentrer en France un petit peu in extremis, où j'ai fait le confinement, et puis les visas, les procédures de visa ont été repoussées sine die pendant la plupart du temps du Covid. Puis le consulat a réouvert et on a finalement réussi à avoir une exemption d'intérêt national en décembre dernier, voilà, où on a déménagé avec 2 enfants, femme enceinte, non vaccinée et pendant le Covid. Donc, parce que l'expatriation seule, ça faisait un peu léger. Donc, on s'est dit, on va compliquer la chose. Voilà, donc ça c'est pour Elister et pour moi. Euh, voilà, rien vraiment de plus à ajouter là-dessus. Donc, on s'est implanté dans la région de Boston. Là également, le Covid a un petit peu décidé de l'implantation. Initialement, le projet était articulé autour de DC, du District of Columbia, parce que une partie importante de nos opérations et de notre activité se fait avec le gouvernement fédéral. Donc, la région de Washington, D.C. paraissait quelque chose d'assez d'assez évident. Euh, et puis, le Covid est arrivé et ça nous a permis de se remettre en question, de se demander si la région de Washington était appropriée. Après avoir affiné un petit peu notre analyse de marché, on s'est aperçu que ce n'était pas le cas pour X et Y raisons. Et c'est du coup la région de Boston qui a été privilégiée. Entre-temps, on a même travaillé une piste parallèle pour une implantation au Canada. Et puis, on a aussi évalué d'autres régions des États-Unis, notamment le Midwest avec la région de Détroit, et puis aussi le Sud avec la région, l'État de le Commonwealth de Virginie et de Caroline du Nord également. Et finalement, c'est Boston qui a été choisi pour une raison assez simple, c'est qu'il y a un écosystème robotique qui est extrêmement dynamique. Et puis que Boston, on n'est pas loin du Canada. On est à 4h30 de route de Montréal. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que dans le panel, on a des Canadiens francophones et puis des Suisses francophones également. Alors, ça, c'est pour le petit clin d'œil au Canada. Et le petit clin d'œil à la Suisse arrivera un petit peu après. Mais concrètement, la région de Boston a été choisie pour ça et je vais embrayer sur une présentation rapide du marché et de ce qu'on appelle des drones en tant que tels. La notion de drone est extrêmement englobante. C'est une notion qui est extrêmement large. On peut parler de petits drones qui tiennent dans votre poche ou de drones qui coûtent 200 millions de dollars comme les drones Reaper. On peut parler de drones à aile fixe, on peut parler de drones à décollage vertical, on peut parler de drones multicoptères, on peut parler de drones de loisirs, de drones professionnels. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement, on va dire, vaste. Donc, c'est un peu paradoxal. C'est à la fois un marché de niche et à la fois un marché qui est très, très vaste. Nous, on est dans une niche du marché de niche. On est dans le segment du drone multicoptère, c'est-à-dire avec plusieurs rotors, et de drones filaires ou captifs, en anglais Tethered UAV ou UAS. C'est-à-dire qu'on va être sur des systèmes qui sont reliés au sol avec un câble
qui vont être alimentés en continu et dont la mission principale va être de rester en l'air pendant plusieurs dizaines d'heures pour fournir des missions de surveillance ou de télécommunication temporaire. Donc, on est vraiment sur un marché de drones professionnels. On n'est pas sur du marché de petits drones grand public de type DJI, qui est le numéro 1 mondial chinois du marché. On est vraiment sur un marché professionnel avec essentiellement des clients, comme je le disais, gouvernementaux, aussi bien militaires que forces de police, que forces de secours, donc pompiers, ambulances, tout ce qui est emergency management. Euh, donc un segment vraiment professionnel et paradoxalement, une partie de ces forces gouvernementales utilisent également les drones chinois DJI. Donc voilà. Il me semble que, alors je ne sais pas si c'est le cas, je vais essayer d'aller vite et je vous mets sur le chat rapidement l'URL d'Elister. Comme ça, si vous avez envie de, soit maintenant, soit après, de voir à quoi ressemblent nos produits, n'hésitez pas. Donc, pour continuer sur la région de Boston, la région de Boston, elle est dynamique à plusieurs égards. Elle est appelée aux États-Unis la Silicon Valley de l'Est, parce que c'est la région la plus dynamique en termes de robotique. Donc les drones sont inclus dans la robotique. C'est une région qui est extrêmement dynamique à ce niveau-là. Je crois qu'il y a un total de 52 universités dans la région de Boston, donc que ce soit Harvard, le MIT, Boston University, Boston College, Northeastern. Il y a vraiment beaucoup d'universités qui sont très, très réputées aux États-Unis. La région de la Nouvelle-Angleterre, c'est la région qui abrite la Ivy League, qui sont le regroupement des universités les plus prestigieuses aux États-Unis. Donc, ce qui est Harvard, Yale, Princeton, Pennsylvania, Dartmouth, Brown, j'en oublie, mais voilà, des universités qui sont extrêmement réputées. Et la région de Boston avec Harvard et le MIT sont vraiment des régions qui sont vraiment deux universités qui sont extrêmement dynamiques au niveau de la robotique. Je pense notamment à une entreprise qui est très connue dans ce domaine-là, qui s'appelle Boston Dynamics. Vous avez sûrement dû voir ces images sur LinkedIn. Vous savez, c'est un peu les chiens Android qui sont qui ont fait le buzz à plusieurs reprises, qui ont une fluidité de mouvement qui est assez impressionnante. Ça, c'est un petit peu un très bon exemple, une très bonne illustration de ce que la région de Boston est est à la robotique. Et deuxième industrie qui est également extrêmement dynamique à Boston, c'est la biotech. Donc la biotechnologie et medtech. Donc il y a une communauté française du coup et francophone également qui est très importante parce qu'il y a beaucoup d'entreprises non américaines, donc beaucoup d'entreprises francophones qui ont soit leur R&D ou qui ont des partenariats de recherche et développement en biotechnologie et en medtech dans la région de Boston avec justement les universités que j'ai mentionnées. Ça, c'est un domaine que je connais un peu moins, mais j'ai dans mon réseau deux ou trois connexions, deux ou trois personnes avec qui je suis connecté qui travaillent dans des entreprises, dans des laboratoires de recherche. Voilà. Donc, la région de Boston, très clairement, a un très gros focus robotique et biotech, quand la Silicon Valley va avoir un focus qui va être beaucoup plus software et
finalement d'autres régions que je connais un petit peu moins, mais d'autres régions aux États-Unis, des fois qui sont un petit peu vraiment à l'intérieur des terres, des États comme par exemple l'Ohio. L'Ohio est un État qui est très dynamique en termes entrepreneurial et en termes industriels. Il y a la French Chamber of Commerce de Cleveland qui est assez dynamique. Euh, donc voilà, il n'y a pas que les côtes. Il n'y a pas que la côte Est et Ouest, et il n'y a pas que la Silicon Valley et la région de Boston. Alors, je vais essayer de changer de slide. Voilà. Alors, ok, 5h20, on est pas mal. Au niveau, euh, au niveau de l'entrepreneuriat, alors ça, c'est intéressant. Là, on sort un petit peu du cadre, du cadre hélistaire et robotique. Là, c'est vraiment un cadre plus général au niveau entrepreneuriat. J'ai vu là, Ludivine m'a fait suivre les, les slides avec vos profils. Je vois que vous avez des profils qui sont très variés au niveau des industries dans lesquelles vous êtes présente, ce qui est bien parce que au-delà de la spécificité euh, de chacun de vos produits, euh, il y a s'implanter aux États-Unis est vraiment il y a vraiment un gros gap culturel qui, euh, qui est à faire et qui devra être fait. Euh, c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Je prends 2 secondes pour réfléchir, pour savoir un petit peu par où commencer. Là, il y a les 2 points là que je vais évoquer. Euh, je vais commencer par un cliché. Très souvent et trop souvent, les entreprises qui veulent tenter l'aventure aux États-Unis passent par un réseau français. Ça, pour le coup, ce qui est une très bonne chose parce que ça permet un pied-à-terre et un accès à l'écosystème local qui est très efficace. Moi, je sais que, par exemple, Ludivine m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé ici en décembre dernier, au niveau des recommandations, des premières mises en contact avec des personnes locales. Ça, c'est vraiment un très bon kick au démarrage. Mais j'évoquerais là plutôt on va dire des journées qui a été organisées à l'ambassade de France à Washington, qui avait un focus défense avec peut-être une cinquantaine d'entreprises françaises et des officiels américains, notamment des militaires. Ça, c'est quelque chose que qui m'a un petit peu sauté aux yeux de manière criante. Très souvent, euh, les entrepreneurs français, ou en tout cas francophones, arrivent aux États-Unis avec une approche, comme aurait dit un certain Emmanuel M, de Gaulois réfractaires au changement. C'est-à-dire, on est vraiment dans le cliché un petit peu de Astérix. Euh, c'est presque un passage obligé, c'est pas une tare, mais c'est quelque chose pour réussir une implantation qui soit bonne, de laquelle il faut absolument se dégager. C'est-à-dire qu'il y a l'effet nouveauté du marché américain, il y a l'effet nouveauté de l'implantation américaine. Et ça, c'est un petit peu le premier point que je veux mentionner ici. Et la question, pourquoi on n'a pas l'équivalent d'un Google? Vous pouvez remplacer Google par un autre nom, mais pourquoi on n'a pas un Google européen?
très concrètement, c'est parce que même quand on a une entreprise, une activité qui fonctionne bien en France, en Suisse, en Europe de l'Est, de l'Ouest, pardon, ou en Union européenne en tout cas, ou même au Canada, euh, on- il y a quand même un gap culturel qui est très important avec le marché américain. C'est-à-dire que en Europe, on va avoir en Europe, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, dans le milieu francophone européen non américain, donc que ce soit Canada, Suisse ou français en l'espèce, on va avoir une approche entrepreneuriale, que ce soit au niveau des salariés, que ce soit au niveau de la direction, des managements et également des investisseurs, qui est beaucoup plus prudente, conservatrice. Certains entrepreneurs m'ont même dit, m'ont même expliqué avoir été très fiers d'avoir été aussi frugaux en investissement. Ça c'est des mots qui sont, et enfin, pas que des mots, des comportements qui peuvent mettre en échec une stratégie de développement aux États-Unis. Euh, une success story en Europe, au Canada, ça va être une entreprise qui va être achetée pour 20, 30 ou 40 millions par une plus grosse entreprise, une belle acquisition, on est content, success story. Aux États-Unis, la success story, ce sera d'avoir votre entreprise qui est listée au Nasdaq et qui devient une licorne. Et ça, c'est très clairement la raison pour laquelle les Google européens, en termes de taille, n'existent pas. C'est pas le facteur unique, mais la manière dont les Américains, ça c'est un Américain avec qui je travaille, qui travaille en banque d'affaires à New York, qui m'a dit ça un jour et qui est très francophile. Sa grand-mère était française, il a habité Paris plusieurs années, il parle bien français, il est vraiment très très francophile, mais il me disait, euh, quand toi, en tant que Français, tu vas voir un Américain pour faire du business, imagine que un Turc vienne te voir en tant que Français pour faire du business. Ben, en gros, les Américains nous perçoivent comme ça. C'est très cru, c'est très direct, mais là, on est clairement dans la méthode américaine. Ça ne veut pas dire qu'ils ne nous aiment pas, ça veut pas dire que qu'on ne sera pas respecté, mais c'est la manière américaine de faire les choses et de voir les choses en termes de business. Donc c'est très direct. Et ça, un des gaps importants et une des phases qui va être difficile pour une entreprise, ça va être moi ce que j'appelle la gifle, vraiment qu'on prend dans la figure en arrivant aux États-Unis, et c'est-à-dire les premières communications qu'il peut y avoir entre les équipes américaines et les équipes françaises. Dans les équipes françaises, on va avoir beaucoup de réactions de type ah, c'est pas possible, tu peux pas nous parler comme ça, on peut pas dire des choses comme ça. Alors, stop, ça veut pas dire qu'on vous aime pas, ni rien, on ira boire une bière ensemble après le boulot, mais là, en termes de boulot, ça c'est bien, ça marche. Par contre, ça marche pas, c'est pourri. Quand est-ce que ça marchera enfin, est-ce que ça marchera et quand est-ce que ça marchera donc, c'est des approches euh, qui sont très directes et qui sont euh, très pragmatiques, mais dans le sens efficace. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui est dress code, manière de s'habiller, on s'en fiche. Qu'un salarié soit 5 jours en télétravail, on s'en fiche, on va lui faire confiance. Euh, sur le vieux continent, et alors ça pour le coup au Canada un peu moins, mais en tout cas sur le vieux continent, en Europe, on a encore une approche qui est très 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 conservatrice par rapport à ça. Donc euh, le phénomène d'acculturation est quelque chose qui va être très important. C'est d'autant plus difficile parce que c'est quelque chose qui est difficilement quantifiable finalement.
en tant que manager ou directeur ou chef d'entreprise, enfin, on a un peu l'habitude de se réfugier derrière les métriques euh, qui sont, euh, qui sont importants, euh, qui sont importants pour le pilotage stratégique d'une entreprise. Mais il y a des, il y a des aspects. Alors désolé, j'entends un bruit de porte. J'ai des enfants pas loin, donc c'est pas impossible que vous ayez une incursion. Mais voilà, il y a un aspect d'acculturation qui est, euh, qui est difficilement quantifiable et qu'il faut réussir à anticiper. C'est-à-dire qu'il faut prévoir une période plus longue d'acclimatation et d'acculturation. Euh, voilà, ça c'est quelque chose qui me paraît assez fondamental parce que nous, on est en train d'en sortir, on n'en est même pas encore tout à fait sorti. Donc ça, c'est voilà, ça c'est vraiment peut-être le conseil, le point le plus important que je peux vous donner, c'est préparez-vous le mieux possible à ça. Et du coup, ça me fait arriver au point numéro 2 qui est bah, du coup en fait l'entrée sur le marché US. Concrètement, c'est est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas, et est-ce que en fait quelles sont un petit peu les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'il y a à faire et qu'est-ce qui n'est pas à faire. Euh, Concrètement, aller sur le marché US pour aller sur le marché US, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, il y a les marques automobiles françaises ne sont pas présentes sur le marché américain parce qu'elles n'ont pas du tout les produits pour. Bon, bah, effectivement, ça c'est quelque chose ça c'est quelque chose qui est assez évident parce que c'est une approche produit, c'est assez facilement identifiable, euh, c'est pas trop problématique. Euh, En revanche, si on décide d'aller sur le marché américain, c'est il va falloir réussir à y aller en étant prêt à, euh, à bousculer, euh, à bousculer les process existants et à bousculer la manière dont on travaille. En général, encore une fois, en tant que manager ou directeur, on a l'approche facile parce qu'en général, le changement, c'est plutôt nous qui l'impulsons. Donc, on peut vite être pris aussi dans le réflexe de se dire ah, bah, attends, c'est pas compliqué, le plan, il est là, ils ont qu'à le décliner, pourquoi ils le font pas, pourquoi ça marche pas, c'est pas si simple. Et puis finalement, quand on se retrouve à être dans la peau de celui qui doit changer, bah, c'est pas la même, c'est pas évident. Euh, et c'est important de ce point de vue-là de faire preuve d'autocritique. Si je vais prendre un exemple au niveau de l'investissement, c'est-à-dire que un, une société ou un entrepreneur qui va être bien établi et qui va bien fonctionner sur un marché européen va aller aux États-Unis, mais ne va pas forcément changer son rythme d'investissement, ses méthodes de prospection, la manière dont dont l'organisation du travail va être faite, notamment d'un point de vue logistique, opérationnel, RH finalement, en lâchant un petit peu plus la bride à ses équipes. Et au final, en étant sous-investi, ben, le projet peut vite capoter parce que même si on arrive sur le marché européen, sur le marché américain, pardon, en tant qu'entreprise européenne ou canadienne, avec un avantage technologique compétitif, c'est-à-dire qu'on est devant, donc on avance sur le marché européen. Nous, ça a été le cas au niveau des drones. Très clairement, le marché américain était détenu à 85% par les Chinois.
y compris, y compris le marché gouvernemental. Et puis finalement, ben, il a été décidé que pour des raisons de sécurité nationale, ils se sont dit, bah, en fait, c'est peut-être effectivement un peu problématique que les informations, les informations de vol des drones qui sont utilisés par nos militaires soient stockées sur des serveurs en Chine. C'est un peu problématique. Donc, là, en fait, on va faire accélérer le marché, c'est-à-dire on va injecter de l'argent américaniser l'industrie du drone, c'est-à-dire pousser des fabricants de drones américains. Nous, on est arrivé, et ça a été un de nos gros challenges, face auquel on arrive à bien se battre. Mais clairement, quand les Américains sont en retard, ils sont en retard, mais quand ils accélèrent, et ils accélèrent vite. Donc ça, c'est-à-dire que si on garde cette approche conservatrice et frugale, comme m'avait dit cet entrepreneur à l'époque, euh, le projet va pas se casser la figure en 6 mois, mais on va vite s'apercevoir qu'il va y avoir un tassement, et puis finalement, le projet va presque mourir de sa belle mort. Et c'est-à-dire que nous, on s'est retrouvés, par exemple, le marché du drone a déjà connu, moi je suis dedans depuis 4 ans, le marché a déjà connu 2 consolidations, donc concrètement 2 vagues de faillites de sociétés. Un qui était d'ailleurs un de nos concurrents américains et un autre qui était un concurrent israélien, donc qui étaient des concurrents technologiquement très aboutis. Et ils se sont retrouvés à se faire racheter à moins de 1 dollar l'action, donc à des prix ridiculement bas. Et bien évidemment, ils ont été rachetés par les deux. Bon, l'un était américain, mais l'autre était israélien. Ils ont été rachetés par 2 entreprises américaines pour une bouchée de pain. Ils ont ramené la techno aux États-Unis et parfait. Du coup, le, 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 on va dire la manière dont ça se passe d'habitude, eh ben, se passe. Je peux utiliser d'autres exemples. Hein. Si je prends l'exemple entre YouTube et Dailymotion, si je veux prendre une application soft, on dit beaucoup en Europe, on a beaucoup de grands talents, on a beaucoup de très bons ingénieurs, etc. Oui, on a des très bons ingénieurs, mais ces ingénieurs travaillent pour des boîtes américaines et travaillent aux États-Unis. Donc, donc voilà. Ça, la question du go, no go, vraiment de savoir si on y va ou si on n'y va pas, c'est quelque chose à, à peser de manière importante pour prendre la bonne décision. Et puis après, alors au niveau des bonnes et des mauvaises pratiques, ça c'est vraiment voilà, sur l'acculturation. Sur l'acculturation, là je pense notamment à une entreprise qui travaille qui est un fabricant de médicaments vétérinaires, qui est une entreprise française qui a notamment un établissement aux États-Unis, donc entreprise française assez rurale, qui est une très très belle entreprise. Et une des problématiques RH fondamentales qui s'est posée à eux après leur arrivée sur le marché aux États-Unis, c'est de réussir à réglementer dans le règlement intérieur le fait pour les salariés de pouvoir venir armés ou non au bureau. Donc ça, c'est un cas de situation réel. Donc voilà, concrètement, si je suis une entreprise française, que je m'implante par exemple en Oklahoma et que j'inclus et que je vais dire, bah, non, moi sur mon lieu de travail, non, non, il n'y a pas de port d'armes et il n'y a pas d'armes au bureau. Ça paraît complètement anodin, mais ça, c'est quelque chose qui, en termes d'acculturation, peut être très négatif, dans le sens où ça va être extrêmement chronophage. Et en gros, ça va manger de la bande passante sur des sujets qui, pour nous, peuvent nous paraître complètement anodins et déconnectés, alors qu'en fait, ça va pénaliser le développement de la société ou de la filiale aux États-Unis. Voilà, ça c'était un exemple parmi d'autres. Je vois qu'il est à peine 40, pas tout à fait. Donc pour le moment, je suis dans les clous. Voilà, j'ai essayé de faire vite, de pas trop être linéaire et d'essayer de donner des exemples. Donc j'espère que vous avez pu prendre des notes. Et voilà, du coup maintenant,
si vous avez des questions. Et tiens, regardez, ça c'est un très bon cas d'école. Sur mon slide, j'ai mis Happy Memorial Day parce que demain, mais en fait demain c'est Veterans Day. Donc vous voyez, même moi qui suis en train d'expliquer mon vécu, même là, sur ma slide, j'ai fait une erreur. Donc c'est en ça que je disais qu'il faut vraiment réussir à faire son introspection là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas avec les questions. Les questions peuvent être pratiques, il n'y a pas de questions bêtes, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Merci Géraud, merci pour ta présentation et ton analyse et bravo à Alistair, voilà de lancer ses opérations sur le marché américain. Effectivement, moi la première question que je voudrais poser, c'est un petit peu, justement, une question sur la technologie d'Alistair. Parce que Oui. tu disais que, ben, effectivement, plus de 80 du marché, des drones aux US, ben, c'est, justement, déjà occupé, par des concurrents, notamment chinois. Qu'est-ce qui fait quel est le retour des Américains sur la technologie d'Elister? Qu'est-ce qui, te fait penser, que votre techno, voilà, a une qualité qui fait que vous allez pouvoir, prendre des parts de marché? Qu'est-ce qui vous différencie par rapport, aux autres, à vos concurrents? Alors, très bonne question. Il y a deux choses là-dessus. La première question, je vais l'évacuer assez vite parce qu'on est la première, premier élément de réponse, je vais l'évacuer assez vite parce qu'on n'est pas maître de ça du tout. Le drone étant un domaine stratégique, ça est devenu ultra régulé. Donc, une des solutions faciles pour dégager les concurrents chinois pour le gouvernement, ça a été de dire, OK, on interdit tout achat gouvernemental de drones à des entreprises chinoises. Ça s'arrête là. Donc, vous vous débrouillez, on ne veut pas de Chinois. Donc, ça, déjà, ça a facilité pour passer de 80% du marché à 0% au sein du gouvernement fédéral, quoi. Il y a beaucoup de gouvernements locaux qui utilisent encore les drones chinois parce que bah, ce n'est pas les mêmes budgets et cette législation ne s'applique pas en dehors du gouvernement fédéral. Mais en tout cas, pour le gouvernement fédéral, ça a été simple et net. Trump, en mars 2019, il a dit hop, drone chinois, c'est bon, ça, voilà, à partir dans un mois, c'est fini, c'est plus possible. Donc ça a été, ça déjà, ça facilite. Mais pour répondre sur le deuxième élément, au niveau de la techno, nous, en fait, l'arrivée sur le marché américain, c'est justement l'aboutissement d'un process technologique. C'est-à-dire que Elister, dès sa création, a participé à des concours de l'innovation aux États-Unis. Ils ont gagné un ou deux prix. Je dis il parce que je n'étais pas encore là. Et quand je suis arrivé, je m'occupais du marché européen, il y avait une de mes collègues qui s'occupait déjà du marché américain, mais c'était depuis la France, elle prenait l'avion une fois par an, elle allait faire une semaine de démonstration, on a réussi à vendre un ou deux systèmes, des petits systèmes par-ci par-là de première génération, preuve de concept. Et à cette époque, on était dans une phase d'évangélisation du marché qui était très importante, c'est-à-dire que le drone était à peu près populaire, les gens savaient de quoi ça parlait, si je puis dire. Par contre, quand on leur parlait d'un drone captif, alors là, c'était un Windows qui parle à un Mac. C'est-à-dire que, mais attendez, pourquoi vous prenez un drone, vous faites voler un truc et vous l'accrochez par un câble Et en gros, les clients qui venaient nous voir, ou en tout cas les prospects qui venaient nous voir, étaient ah tiens, drone filaire, c'est marrant, expliquez-moi le concept. Alors que maintenant, les mêmes clients viennent nous voir en nous disant, alors, OK, moi, j'ai ce nombre de drones, j'ai besoin de ce nombre de drones filaires pour ce type de besoin opérationnel. Donc, en fait, euh, il y a un marché qui a accéléré assez vite et puis on a, j'allais dire la chance. Non, pas la chance parce qu'on travaille pour ça, mais on a une technologie qui est fiable avec, c'est la prime au premier entrant, on fait partie d'un des premiers acteurs du drone filaire. Et du coup, bah, notre technologie, elle est établie, elle est fiable, et donc bah, le bruit de la bouche, comme on dit en français, le bouche à oreille. Voilà, le bouche à oreille euh, fonctionne beaucoup, surtout dans des milieux professionnels où finalement c'est des milieux assez petits. Donc concrètement, il y a un petit peu de patriotisme parce que ben, voilà, hein, les militaires américains et les policiers américains n'aiment pas les Chinois. Les Français, ils nous aiment bien parce que c'est Lafayette. Donc là, c'est purement ça, on ne peut pas le maîtriser, on a de la chance là-dessus. Et après, c'est bon, OK, on essaye votre techno, ça nous va, il faut que ça marche. Si ça ne marche pas, bah, c'est pas grave, on ira quand même boire une bière, mais on n'achètera pas d'autres produits. Par contre, si ça marche bien, bah, contrairement à la France, on ne va pas en acheter deux, mais on va en acheter 20.
Donc, c'est vraiment la preuve par le résultat. C'est ce que j'essaie un petit peu d'expliquer. C'est ça marche, oui, ça marche pas, non. OK, est-ce que ça marchera un jour? Et si ça marche un jour, quand? Voilà, c'est assez binaire finalement. Et là, j'en profite, j'embraye là sur une deuxième question. Est-ce que les produits d'Elister sont exclusivement fabriqués en France? Oui, absolument. Cocorico là-dessus pour le moment. Elister est la société est française. Les deux fondateurs sont français, ils sont lyonnais. Toute la boîte est basée à Lyon. Il y a à peu près 45 personnes là-bas. Et nous, on est 3 aux États-Unis. Pour le moment, tout est fabriqué aux États-Unis. Oh, tout est fabriqué en France, lapsus révélateur. Je ne sais pas si on aura de la fabrication aux États-Unis. Je pense que si ça continue à bien marcher pour nous, on va y venir parce que le Made in USA, quand on touche au milieu de la défense, des boîtes comme Thales, des boîtes comme Potez Aviation fabriquent aux États-Unis pour le marché américain. Donc, c'est une question qui se posera, mais pour le moment, la totalité des produits sont designés, recherchés, fabriqués en France. Alors, c'est à nouveau Ludivine. Moi, j'ai aussi une question du moins qui est relative à votre hébergement par Mass Robotics, Oui. donc l'Innovation District de Boston. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les raisons de ce choix? Je pense que c'était un petit peu obvious, mais qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien d'être entouré d'autres sociétés qui sont sur des domaines proches du tien? Qu'est-ce que le fait d'être basé à Moss Robotics apporte à Elister? Alors, c'est un incubateur robotique, en fait. C'est assez simple. C'est-à-dire que pour un loyer relativement modeste, on peut avoir un labo dédié et avec des labos communs avec des machines pour plusieurs centaines de milliers de dollars de valeur d'équipement, avec cuisine, salle commune, salle de réunion pour en gros 1 500 $ par mois, quoi. Donc, quand on s'est implanté là-bas d'un point de vue Covid, chercher des bureaux, c'est une galère pas possible, surtout à distance. Les baux, alors le bail 369 équivalent n'existe pas aux États-Unis, mais en dessous d'un bail d'un an, mais déjà en dessous de 3 ans, c'est dur à trouver. Certains propriétaires ont accepté d'avoir du 1 an, mais Mass Robotics, c'est aussi des bails courts parce qu'ils savent que c'est des sociétés qui vont croître assez vite. Donc concrètement, il y a déjà le confort matériel, si je puis dire, et puis le networking. Concrètement, les gens qui ont fondé Mass Robotics, ce sont des gens qui sont très bien connectés dans la région de Boston, que ce soit de manière administrative, que ce soit de manière au niveau des investisseurs, et puis même au niveau de services annexes, ou même de manière voilà, on a un besoin où il faut qu'on recrute un ingé méca dans un mois. Ah bah tiens, va voir machin, lui il a une plateforme avec le MIT pour recruter des ingés qui sont en fin de diplôme. Eh ben parfait. Voilà, ça permet un gain de temps assez considérable sur on va appeler ça sur des fonctions support. Je vois qu'il y a deux questions dans le chat en plus. Je vais enchaîner là-dessus. Alors, quelles démarches administratives pour faire voler les drones aux États-Unis? Y a-t-il des règlements d'État? EG, Massachusetts, New York. Oui. Alors, aux États-Unis, c'est assez simple. On part du haut pour aller vers le bas. Il y a le gouvernement fédéral qui a une administration dédiée, qui est la direction de l'aviation civile en France, qui s'appelle la FAA, la Federal Aviation Authority, qui, en gros, c'est elle qui décide des régulations fédérales pour faire voler les aéronefs. Donc, ça inclut les drones. C'est une législation qui est assez souple finalement, qui est assez peu contraignante en dehors des gros aéroports et des bases militaires. Donc fondamentalement, on peut voler un petit peu partout. Et après, aux États-Unis, ça serait un petit peu comme une approche européenne de cette manière-là. C'est-à-dire que si la Commission européenne ne régule pas, et ben après, il faut aller voir au niveau des États membres. Donc là, aller voir au niveau du Massachusetts, au niveau de l'État de New York.
Et puis, au sein de cet État, voir au niveau du comté et au niveau de la ville. Nous, on a un petit peu l'avantage que la plupart de nos clients étant les forces de l'ordre, en général, quand on fait voler un drone, c'est avec les forces de l'ordre locales. Donc, concrètement, en gros, elles s'occupent de tout ce qui est autorisation. Donc, concrètement, là-dessus, nous, on a quand même une flexibilité. Par contre, quand on commence à arriver sur des événements un peu plus conséquents, de type événements sportifs, ou des concerts. On a fait voler nos systèmes là, dans le Montana sur un concert des Guns et sur des matchs de foot universitaires. Là, par contre, c'est plus contraignant. Il y a, il y a une bureaucratie qui est assez importante, mais là encore, voilà, les partenaires locaux et notamment la nature des clients que nous, on a la chance d'avoir on va dire, des clients qui nous introduisent et qui nous disent, bon, voilà, vous dites à ces gens-là que vous travaillez avec nous et ça ne nous permet pas de bypasser les process, mais on va dire que ça facilite la chose. Alors, votre approche commerciale vers le marché fédéral US en direct ou avec des partenaires, on fait les deux. On fait les deux parce qu'on a concrètement deux gammes de produits. Alors ça, c'est propre à chaque industrie. Nous, c'est assez clair, c'est-à-dire que ceux qui ont beaucoup d'argent, c'est le gouvernement fédéral. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est les États fédérés et les villes. Donc concrètement, si je schématise, les distributeurs vont s'occuper des plus petits clients et nous, on va gérer en direct les plus gros clients parce que c'est pas la même technicité. Les demandes techniques du gouvernement fédéral sont aussi beaucoup plus poussées que les petites villes. Je dis petit, c'est pas péjoratif, mais que un shérif d'une ville de 100 000 habitants et puis les forces spéciales américaines, c'est pas la même échelle. Donc, on va être sur des solutions qui vont demander beaucoup plus de savoir-faire, notamment en ingénierie. Donc, une double approche de ce point de vue-là. Et ça, après, je pense que c'est vraiment propre à chaque produit. Là, par exemple, la société dont je vous parlais, là, qui fait euh, du médicament animal, eux, je sais que c'est plutôt de l'approche grand compte. Ils ont une approche grand compte plutôt distribution. Et cette approche-là correspond sûrement mieux à leur marché, dont je n'ai aucune idée. Voilà. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de règles. Il y a même beaucoup d'entreprises américaines aussi qui, en fait, ne sont pas présentes dans les 50 États, qui vont faire du business dans 1, 3, 5, 10 États, pas plus, bien qu'elles soient cotées au Nasdaq. Donc, ça, ce n'est pas propre aux entreprises étrangères. C'est quelque chose qui est vraiment évolutif, qui est amené à évoluer et puis qui dépend, je pense, de chaque industrie et de chaque entreprise. Quels sont vos grands enjeux US dans les mois à venir? Concrètement, c'est de continuer l'acculturation. C'est de continuer l'acculturation et puis de garder le rythme avec maintenant le rythme de croisière du marché américain. Parce que voilà, c'est quelque chose qui… Enfin, en gros, c'est là que le levier de croissance est. Parce que voilà, hein, ce qu'on donne au marché américain, le marché américain est plus exigeant, les clients américains sont plus exigeants, mais ils sont aussi capables de donner, entre guillemets, infiniment plus que ce qu'on peut avoir en Europe. C'est-à-dire que leur capacité, leur puissance d'achat n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver en Europe ou au Canada. Si je prends l'exemple de drones militaires, par exemple, aujourd'hui, les drones qui rentrent en service dans les armées européennes sont en train d'être discontinués et retirés du service actif par l'armée américaine parce qu'ils sont considérés comme obsolètes. Donc ça vous donne un exemple de ça. Et ça, c'est un petit peu les exemples que j'utilisais avant, c'est-à-dire que si je prends l'exemple de Google, là aujourd'hui en France, il y a un moteur de recherche dont tout le monde parle et tout le monde est super fier qui s'appelle Quant, parce qu'il y a qui garantit un anonymat en ligne. Ce qui est effectivement en termes de techno vachement bien, mais
Mais voilà, Quant fera difficilement de l'ombre à Google et même un moteur de recherche équivalent aux États-Unis qui s'appelle DuckDuckGo, qui est l'équivalent de Quant, ben, arrivera pas à l'échelle de Google. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, si je prends même l'exemple de Facebook, Facebook ne serait pas Facebook aujourd'hui si Mark Zuckerberg avait vendu sa boîte. Il a eu des propositions de rachat dans les premières années suivant Facebook. Il aurait pu, hein, comme je disais, success story à l'européenne, il vend 20, 50 millions et puis terminé. Et puis ça aurait été ingéré par Microsoft ou que sais-je. Mais ce ne serait pas devenu Facebook. Donc voilà, ça c'est l'aboutissement des grands enjeux. Concrètement, les grands enjeux, c'est ça. Garder le rythme du marché américain et puis c'est déjà pas mal, ça finalement, pour conclure. Mon produit préféré des Lister, ça c'est une bonne question et sans trop hésiter, c'est notre. On a plusieurs systèmes. On fabrique les stations filaires seules qu'on intègre sur des drones tierces et on fabrique aussi notre drone à nous qui vole avec notre propre station filaire. Et j'avoue que notre drone à nous, et j'en parle pour avoir une centaine d'heures de vol en expérience dessus, franchement, il est assez sexy et c'est assez cool de voler avec. Franchement, c'est assez agréable. Ouais, c'est quand on devient un opérateur aguerri de ce système, franchement, on se fait plaisir. Alors, effectivement, il est -5. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui pianotent sur leur clavier. Je vais attendre 30 secondes. Et de toute façon, si vous avez des questions après la présentation, n'hésitez pas à demander à Ludivine mes coordonnées ou à me demander sur LinkedIn. Je suis toujours disponible si vous avez des questions plus spécifiques, il n'y a aucun problème. Et est-il possible d'intégrer la réplication du flux vidéo à d'autres capteurs permettant la fusion de données? Qu'est-ce que qu'est-ce que vous entendez par fusion de données? Oui, bonsoir Géraud. Pascal Bonsoir. Muraca. Ma question s'adresse plutôt dans le domaine militaire, dans le domaine en particulier de la situation awareness. C'est de savoir, aujourd'hui on a des caméras, thermiques, on a plusieurs senseurs et capteurs. Est-ce qu'il est possible d'intégrer dans une base de données le flux vidéo Elister par exemple? Oui, absolument. Ouais, absolument. Nous, le système là, Orion dont je parle, c'est un système qui est modulaire et qui peut être ouvert pour justement s'intégrer sur des réseaux dédiés, notamment gouvernementaux. Oui, absolument. Voilà. Et sur la dernière question, alors au niveau piles et catégories, les systèmes ne fonctionnent pas sur batterie, les systèmes fonctionnent sur des générateurs ou sur de l'alimentation électrique en 220 volts ou en 110 ou en 220. Il y a, alors c'est pas vraiment des piles, mais il y a des batteries. Il y a le drone emporte une batterie de secours qui permet d'assurer une redondance de système électrique en cas de défaillance de l'alimentation principale. Et ça, c'est un peu comme tous les drones, c'est des batteries technologie LiPo, qui sont des batteries au lithium à plusieurs cellules. C'est celles qu'il ne faut pas mettre en soute quand on prend l'avion parce que ça peut prendre feu. Donc, il faut les garder dans le sac à dos. Mais voilà, c'est le genre de type hein, on va dire d'énergie avec lesquelles le drone fonctionne. Et peut-être une dernière question, Géraud. Donc, Oui. est-ce que vous faites la formation sur vos produits? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites vous-même auprès de vos clients? Absolument. On l'impose même, pour être tout à fait clair. Sur les drones de clients existants, c'est-à-dire un client a déjà un drone chinois avec lequel il est habitué à voler et il achète une de nos stations,
on ne touche pas. C'est-à-dire que lui, il continue à faire voler son drone et il intégrera la station sur son drone. Par contre, sur le drone Orion, oui, comme c'est nous qui le fabriquons, concrètement, chaque client qui achète va recevoir une semaine de formation avec les opérateurs qu'il ou elle veut former sur le produit. Donc concrètement, ouais, on a un pilote qui va faire une semaine de formation chez le client avec le système. Merci Géraud. Et avec plaisir. Ouais. Alors, je pense que ça sera le mot de la fin. Je vais laisser la parole à Thomas pour le mot de clôture. Et puis, effectivement, n'hésitez pas à me contacter au sein de la FACNI pour récupérer les informations de Géraud et puis continuer la conversation. Géraud, merci encore pour ton temps ce soir. Ouais, bah avec plaisir. Merci Ludivine. Merci à vous tous d'être venus. Et puis, bah, encore une fois, voilà, n'hésitez pas à me demander sur LinkedIn ou si vous avez des questions, à demander mes coordonnées à Ludivine. J'y répondrai avec plaisir. Voilà, merci beaucoup Géraud donc, pour cette présentation qui était vraiment géniale. Et merci à tous d'être venus aujourd'hui. N'hésitez pas à suivre donc, l'activité aussi donc, de la FACNI sur nos réseaux sociaux et aussi donc, voilà, on a LinkedIn, Facebook, Twitter, aussi à visiter notre site web pour voir nos prochains événements. Et également, le Café des Sciences a également un site web, donc n'hésitez pas à le consulter pour être au courant de nos prochains événements avec le Café des Sciences. Et aussi, merci beaucoup à nos partenaires. Merci beaucoup et passez à tous une très bonne soirée.